l'homme et la matière. Donc, c'est qu'il arrive à vivre ce rapport avec énergie. La statue, c'est déjà quelque chose qui devient civil. Il entre dans le, donc il entre dans le civil, c'est juste. Si. Alors, c'est ça. Oui, mais alors, une œuvre comme celle-ci, par exemple, on ne la perçoit pas exactement comme une statue, on comprend sa relation à la statue. Mais on la regarde à travers. On regarde la statue à travers. Oui, la statue regardée à travers, il peut donner dans la grande statue, tu la regardes toujours à travers, comme s'il y a l'image qu'on a, c'est provisoire. Il a l'idée de la provisoirité. Moi, quand je regarde cette œuvre, je te disais ça hier, ça me fait. J'ai toujours pensé en regardant cette œuvre à des choses qui relèvent de la. En tout cas de l'histoire presque ancienne de la statuaire. Je pense aux masques dorés, mycéniens, des choses de genre. Et comme on a expliqué ça à la fin, qu'on a sorti la masque de son support qui est la momie. C'est ça qu'on disait hier. En effet, c'est ça qu'il vient, même dans les autres œuvres que tu as citées. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une image qui est la couche d'une réalité. La couche, elle devient elle-même réelle, comme tous les masques. Par exemple, les masques dorés de Mycène, qui sont comme des sortes de plaques d'or, on a le sentiment qu'on a appliqué ça sur le visage. Mais en même temps, il y aura une côté, peut-être qu'un critique d'art ou quelqu'un qui connaîtrait l'histoire de l'art américaine verrait là-dedans une mise en évidence du processus de fabrication d'une sculpture, normalement. Il y a un côté, au lieu de montrer le résultat, on montre la manière, en quelque sorte, de ne pas y arriver, puisque au lieu d'aller jusqu'au résultat, on a mis en évidence comment on fait une sculpture, et on le montre sans être allé jusqu'à... Comment on fait une statue, on le montre sans être allé jusqu'à la statue. Mais on a des détails qui le déplacent de c'est-à-dire c'est la couronne dorée. Autour, qu'on ne voit pas bien. C'est pour les mettre dans un certain contexte qui probablement c'est le contexte métaphysique, parce que cette image, que certainement, il donne l'impression que c'est assez métaphysique. Il y a quelque chose de mortuaire, en tout cas. Pas vraiment. Certainement quelque chose parce que cette regard, c'est un peu un hasard, parce que c'est vraiment la couche comme il s'est posé sur la... Oui, normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille. C'est quelque chose qui n'est même pas destiné à être regardé. Ce qui est destiné à être regardé, c'est ce qui sera le positif de l'autre côté de ce qu'on regarde actuellement. Et donc, moi, je propose d'en venir à quelque chose qui sera comme la conclusion, peut-être. Le dernier paragraphe s'appelle « L'idole ». Et cette fois-ci, Luciano a voulu citer une œuvre du Bernin. Je lis. Voici Apollon et Daphné du Bernin. Apollon poursuit Daphné qui s'enfuit, mais là où il la rejoint, elle est déjà écorce. Et pourtant, Daphné, qui se transforme en laurier, a fait croître une branche entre les jambes d'Apollon. C'est une représentation sublime de l'envie de l'artiste, Apollon, sur la nature Daphné, qui n'accepte pas de lui être soumise. Elle se transforme plutôt, mais à ce moment-là, elle bourgeonne sur la concupiscence d'Apollon. Les regards des deux, celui de Daphné, atypique, celui d'Apollon, émerveillé, outre le reste, nous donne une vision de ce que les anciens appelaient inspiration. Je vous montre quelques détails de l'œuvre. Voilà le regard dont parle Luciano, en tout cas celui de Daphné, dans une des dernières phrases du texte. Et voici
je ne sais pas si on peut considérer cette photographie comme une œuvre, mais une photo prise il y a bien longtemps, je crois, ou en tout cas assez longtemps. C'est l'époque des Attacapanni, Voilà, donc 76. 76. Une photo que Luciano a prise, c'était déjà, j'imagine, à Galleria Borghese à Rome. C'était ouvert. Galleria Borghese, c'était avant la fermeture, et avant la réouverture. Et donc, ici, on a donc ce détail et qui nous montre la branche de laurier que Daphné, déjà en partie transformée en laurier, fait croître entre les jambes d'Apollon. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de citer cette œuvre, à la fois une œuvre du Bernin et une photographie de toi, et de lui accrocher l'idée de ce que les anciens appelaient inspiration? Alors, cette photo s'est faite pour la présentation des Attacapanni. Donc, il voulait ouvrir ce qui pouvait être un objet, oui, sur une lecture plus complexe. Parce que dans les Attacapanni, il y a la couronne des lauriers aussi, il y a différentes feuilles, oui. De l'autre, il y a aussi comment il se forme, la lumière. Il se pose plutôt comme se pose sur une chaise, une jambe, plutôt que sur une come si dice, un quadro, sur un tessuto, un châssis. Sur un châssis de toile. C'est un châssis de toile. Donc c'est tout le jeu entre la suggestion des images et la suggestion même qu'il nous porte à créer comme une liaison en différentes impressions. Et l'inspiration? Oui, quand on arrive à résoudre toutes ces questions, on peut justifier seulement les justifier seulement avec l'idée d'être inspiré. C'est pas quelque chose qui arrive à travers les rationnels, à travers quelque chose qu'on a appris, mais quelque chose que vraiment il nous jette dans une autre dimension. Alors, pour terminer, j'ai juste choisi une œuvre. Elle n'est pas sans relation d'ailleurs avec 2001, puisque il y a quelque chose de l'œuf initial. Il y a actuellement un historien de l'art brillant, Arnaud Pierre, qui est en train de préparer une exposition sur ces choses originaires. Je ne sais pas s'il connaît le Uovo Io de Luciano. C'est peut-être de là que partent toutes les inspirations. C'est donc une sorte d'œuf qui, en quelque sorte, contient est au volume de l'artiste lui-même qui serait replié dedans et qui a laissé la trace entre la coquille et la membrane de ses mains. On les voit là dans cette autre photographie. Et donc, il s'agit aussi d'une forme qui a une sorte de perfection en même temps paradoxale, parce que c'est pas une sphère, l'œuf, c'est une forme assez difficile à définir géométriquement. Vous en avez ici je crois que c'était la première fois qu'elle était montrée là. C'était à Rome, donc elle est installée dans une fontaine romaine de Bernini, au début de la Via Veneto. Les autres vues sont des vues d'une autre exposition, ce qui d'ailleurs est intéressant aussi, puisqu'on voit que ces œuvres de Luciano, selon les installations, s'articulent avec le contexte. En tout cas, c'est toujours normalement posé sur quelque chose de vif, c'est-à-dire ce qu'on a vu avant, était la plate de pain, là, elle était dans l'eau.
Je l'ai vu sur des pliés, sur des draps pliés. C'est quelque chose qui n'a rien à faire avec les socles. Voilà. Et alors, cette œuvre, bon, je l'ai choisie un peu. Est-ce qu'il s'agit d'un autoportrait? Est-ce que c'est un autre? Non, c'est un autre portrait. C'est direct. Oui, il y a c'est déjà les petits dessins qui est au-dessus, oui, c'est lui. C'est un autre portrait. Et par hasard, il pèse comme moi j'ai pesé à ce moment-là. Ah bon, l'œuf, C'est le même. Et bon, j'ajoute, il y a une récurrence de l'œuf dans l'œuvre de Luciano, puisqu'une autre œuvre très célèbre, celle-ci, l'œuf qu'on vient de voir est un œuf masculin, probablement c'est un autoportrait d'un artiste qui est masculin, mais une des grandes œuvres de Luciano, ce sont les ovailles. Ces sortes de serpents faits de câbles de fer, de câbles métalliques, des très gros câbles métalliques, dans lesquels sont logés quelques dizaines, presque 200 œufs, 150 à peu près. Non, 200, ça dépend de la longueur. Normalement, 260, 300. Et alors, donc la récurrence de cette forme ovoïde, il existe dans de nombreuses figures de l'utilisation de cette forme ovoïde dans ton œuvre. Quelquefois, les œufs portent des pyramides asymétriques, et c'est donc une manière de toujours renvoyer à toi-même. Pourquoi? Je pense que tu es le seul artiste qui a fait son autoportrait sous la forme d'un œuf. Ben, dans une position que tous les artistes y ont passé à un certain moment. Ah oui, mais ça c'est trop facile. Ça, bon, tu refuses de répondre à ma question. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter là, et je crois que le jeu suppose que vous puissiez poser des questions. Donc, voilà. Et si on a une autre œuvre en réserve, si vos questions la suggèrent. Donc il y a des micros qui circulent pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Pardon, je voulais vous poser juste une question. Si le Tamerlan, c'était un autoportrait aussi. C'était l'image qu'on a vue avant du Tamerlan. C'était un autoportrait. Non sento probabilmente. Ripeto. Parlo in italiano. Volevo sapere se... Ah, bene. Mi rilasso un po'. Se il Tamerlano è un autoritratto. Oui. Ah. Oui, si, on peut considérer une autorité. Mais c'est un autoportrait, l'autoportrait qu'on ne voit pas. Di una mancanza, di un'assenza. Sì. Grazie. Oui, j'aimerais savoir si dans votre œuvre, la matière compte plus que la forme. Est-ce que c'est le travail de la matière qui est plus valorisé que la forme qu'il peut y avoir à la fin, que la forme que ça peut donner? Vuol sapere se nel tuo lavoro conta di più il lavoro della materia o quello della forma. Je pourrais répondre, disons que je n'arrive jamais à trouver une matière sans une forme ou une forme sans une matière. Diviser les choses, c'est impossible. Ce n'est pas un choix. Parce que dans votre sculpture... D'une certaine façon, on pourrait dire que quand on travaille, l'une chose demande l'autre. Oui, mais parce que dans votre sculpture que vous exposez, vous montrez la matière brute, le marbre, et de cette matière sort une forme. Et en fait, c'est dur à expliquer. Nell'uovo ha detto che io mostro... No, ha ripetuto la stessa cosa, che quando si vede un marmo tuo, di quella materia esce una forma. Sì.
Je crois que ce que Luciano vous a répondu, c'est qu'il trouve que même le marbre brut, ce que vous avez appelé, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, quand vous parlez de marbre brut, il a une forme déjà. Il n'est pas sans forme. Le marbre brut, apparemment, je pense que... Ce serait intéressant d'ailleurs de mettre Luciano en relation avec d'autres discussions, mais je pense que c'est vraiment des chemins parallèles, puisqu'il y a eu, par exemple, au Centre Pompidou, il y a une grande exposition qui s'appelait L'Informe, et qui a été faite par Rosalind Krauss et Yvan Limbois. Et je serais curieux de savoir comment un artiste comme Luciano se serait posé la question de participer à une telle exposition si on lui avait demandé, ou s'il y a quelque chose pour lui qui peut être appelé informe. Dans le cas de Rosalind Krauss et Yvan Limbois, il se référait à Georges Bataille, et c'était une toute autre histoire, je pense. Moi, je trouve d'ailleurs très intéressant la non-communication apparente, en tout cas, de ces histoires. Per te non esiste qualcosa di informe? Non, mais il faut rappeler que moi déjà j'arrive, si on dans l'art, je peux répéter encore, au moment de l'informel. Donc déjà la première attitude à l'art, c'est l'idée qu'il n'existe une question de la forme. Oui, mais vous distinguez dans votre œuvre la forme qui n'a pas été travaillée par la main de l'homme et le résultat de cette forme naturelle par l'intervention de votre geste d'artiste. Et c'est la relation entre les deux qui est... Oui, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre ce que tu trouves, l'oggetto che trovi, e poi l'azione che fai e che tu introduci qualcosa, una forma che non c'era prima. C'est très difficile à expliquer parce que il y a parfois une fois comme un ready-made qu'il demande, qu'il nous suggère d'être utilisé de certaine manière. De l'autre côté, il y a un banal, on peut dire d'une manière banale, un projet, c'est-à-dire j'ai déjà une idée de quoi faire, c'est-à-dire nous avons la pièce que vous avez ici, il est un peu une synthèse de tous ces problèmes. C'est-à-dire, du moment que j'ai décidé de travailler sur la colonne, j'ai dû inventer un langage, le langage d'un rouleau qui roule, rouleau, on dit un rouleau de... Oui. Du moment que j'avais l'autre forme brute, c'était une forme que j'avais dans l'atelier 10 ans, 15 ans, et je considérais qu'il y avait une possibilité avec elle. Mais je n'ai jamais réussi à trouver une solution agréable ou estimable. À un certain moment, je suis arrivé à comment voir. Ce sont des explications très banales, je sais, mais enfin, on travaille normalement comme ça, oui. Que les deux choses, il peut jouer un rôle en réciprocité. Et donc, la décision des bouchons de marbre qu'il sort, il était quelque chose qu'il lui-même il se suggérait d'être un bouchon. De l'autre côté, là, la manière même de se proposer de la colonne, parce qu'avant il était une colonne, oui, il m'a donné envie à trouver une solution que je trouve qui ne trouve pas changeable. À ce moment-là, alors je dis oui, l'œuvre c'est celle-ci et je dois l'accepter. J'ai expliqué un peu. Sì, mi sembra. Il y a une provocation et une acceptation toujours dans le travail, oui. Spécialement quand on travaille avec des choses si complexes comme sont celles-là. Oui. Mais
peut-être ce qui était exprimé par la question qui était posée, c'est qu'il y a différents niveaux de forme. Parce que, par exemple, il y a une partie du marbre qui semble brute, le morceau de marbre dans lequel pénètre la colonne. D'un côté, il est lisse, mais il semble découpé comme ça au gré des coups de burin des tailleurs de marbre. Au contraire, la colonne, elle, par exemple, les petits détails comme la plissure, tout ça... C'était la normale classique sculpture. Voilà, c'est normal. C'est simulation. C'est peut-être un peu en contradiction avec ce que je disais avant. Voilà, mais là, peut-être que vous considérez que là, il y a plus d'intervention de l'artiste. Mais en réalité, ce n'est pas forcément évident, parce que comme il vient de dire lui-même, la colonne, ce n'est pas une forme qui est inventée par Luciano Fabre, ou même la plissure non plus, le pli en quelque sorte. Et donc, j'imagine que pour toi, il n'y a pas de différence de statut entre ces différents niveaux de forme. Ah. Une autre chose que je peux dire, oui, de l'information, est qu'enfin, il y aura, peut-être de temps en temps, une lumière à l'intérieur. Vous voyez qu'elle est un peu suspendu là, peut-être 6-7 cm de haut, parce que voilà. une des possibilités est de mettre vraiment d'installer une lumière, donc ajouter encore une forme imaginative en plus de ce qu'on voit. Donc à l'intérieur, il y a une place pour une lampe. Alors tout bouge encore. Des petits détails, comme il peut être une lampe en plus. Voilà, le temps que le micro parvienne, pardon, Luciano, j'avais aussi une question que m'inspire tes toutes dernières remarques concernant le contexte de l'exposition de cette œuvre, puisque tu as formulé une nette opposition, du moins c'est ce que j'ai compris, entre la statue qui appartient, que tu définis comme une sorte d'image transparente, qui appartiendrait donc au domaine de l'optique, et de l'autre côté, l'idole, qui garde une forme de contact entre l'homme et la matière, qui serait donc, si je comprends bien, du côté de l'haptique, et que cette sculpture en particulier incarne dans un contexte qui me semble plutôt relever de la première catégorie. Donc je voulais juste savoir si ça correspondait à l'effet, disons, recherché. Se mi aiuti in italiano, magari. No, volevo dire che la distinzione che hai fatto tra l'ottico, cioè le statue classiche che sono immagini e sono trasparenti, e dall'altra parte l'idolo che sarebbe dalla parte dell'attico e che sarebbe un'espressione del contatto tra l'uomo e la materia. Ora mi sembra che in questo contesto della Cour Marly sei circondato da statue che sono piuttosto l'aspetto ottico della scultura, sono immagini, mentre tu sei dalla parte dell'attico. Sento rimbombare, devo prendere l'apparecchio. Si tu n'entends pas, C'est non, c'è molto eco. Il y a beaucoup d'écho, du coup c'est vrai que je comprends. En deux mots, elle te demande si dans le si dessiné l'installazione di questa scultura c'è una relazione tra il contesto che sarebbe più ottico e invece la tua opera che sarebbe più del lato dell'idolo che lei ha interpretato come più aptico. Sì. È questo, quello che... Sì. E allora? Sì, Il semble qu'il réponde. Non. Mais je crois qu'on a un peu parlé, oui, pas exactement dans ce sens, mais on a parlé sur ce sujet. En effet, c'est bizarre que je crois que c'est une de ces sculptures que dedans, il ne faut pas toucher. Oui. Et d'ailleurs, je suis passé tout à l'heure avec Marguerite Rowell et on est resté pas très longtemps, mais on a vu immédiatement quelqu'un qui touchait. Et c'était comme une espèce d'attirance obligatoire. Oui, alors moi je voudrais savoir quel sens vous donniez à la notion d'haptique par rapport à vos travaux, même si la question vient d'être un petit peu abordée. Est-ce que
vous pouviez préciser l'acception de l'aptique. Vuol sapere quale senso dai alla parola attico in relazione ai tuoi lavori? Ma peut-être que il faut dire que Aptico, c'était un livre qu'on a fait avec, dans les années 75-76, entre trois artistes, un critique d'art qui s'appelait Iole De Sana. Et on était un peu, oui, c'était un jeu, même s'il était très sérieux comme idée de voir. Il rentre toujours, tu imagines que la plupart des choses qui, vous voyez, il appartenait à l'époque conceptuelle. Donc, vraiment, il était se prendre un peu en charge des questions qui devenaient plus loin que les questions de l'art conceptuel. Donc, Aptico, c'était une des questions qui vient avant les modernes, avant même l'idée d'être ces livres en rapport à la suggestion de toute manière de la matière, du travail, de la littérature. Elle est touche, l'idée d'Aptico. Il était vraiment cette idée qui nous donne certaines choses, certains objets, qu'ils nous prennent avec les yeux même, ils travaillent comme des mains sur l'objet. En tout cas, il y avait dans le texte de Iole De Sana, l'historienne d'art qui a souvent travaillé avec Luciano et qui était associée avec Luciano et plusieurs autres artistes, Casa degli Artisti à Milan. Le texte commence par quelque chose, c'est même plus large qu'une réaction à l'art conceptuel, parce que c'est vraiment une réaction à la réflexion américaine sur la sculpture, parce qu'elle commence par dire que la sculpture, ça n'a rien à voir avec la tridimensionnalité dans ce texte. Et il y a des choses qui sont dans le texte de Iole De Sana assez proches par l'esprit du texte que Luciano a soumis aujourd'hui à votre attention. Et donc, je pense que la relation avec une histoire théorique à propos de l'aptique était peut-être pas forcément complètement directe dans l'esprit ni de Luciano ni de Iole De Sana. Qui avait eu l'idée d'appeler ça l'attico? C'était Iole. Mais par exemple, moi j'ai cherché une citation d'Alois Riegel dans le livre et il n'y en a pas. C'est plutôt une réaction à un certain état de l'art américain, probablement tel qu'il apparaissait en Europe en plus, qu'une réflexion qui serait enracinée dans une histoire de l'art théorisante. Je ne sais même pas si Riegel était traduit en italien à ce moment-là, par exemple. En plus, le texte de Riegel, je ne sais même pas s'il est traduit en français actuellement. Il est traduit? Non. Oui. Non, enfin pas publié en tout cas. Moi, je le connais à travers Deleuze. Bon, je ne sais pas, Hubert Damisch qui a préfacé Questions de style. Mais peut-être faut donner un micro. En tout cas, toi, tu as préfacé Questions de style, je me souviens, mais c'est pas dans Questions de style, c'est sur le. Dans la Kunstindustrie qui a été le premier traduit en italien. Comment? L'industrie de la. Ah, il était traduit en italien, le livre sur l'industrie du bar. C'était traduit très très tôt. Ah oui, donc. Moi, je l'ai lu en italien à l'époque. Ouais. Il libro, dice che Hubert Damisch dice che il libro sull'industrie de l'Empire bas-roman, je ne sais pas, c'est Spätromische Kunstindustrie. Voilà, c'est le titre exact en allemand, moi je ne sais pas l'allemand. Et donc ce livre n'est pas traduit en français, mais il dit qu'il a été très tôt traduit en Italie et que lui l'a lu en italien, ce texte. Et comment est-ce qu'il est arrivé sous la plume de Deleuze?
puisque Deleuze a utilisé ce texte dans le... C'est assez curieux parce que l'usage qu'en fait Deleuze, qui, en tout cas c'est très lumineux ce qu'écrit Deleuze, c'est dans son livre sur Bacon, et il y a à la fois un résumé assez circonstancié du texte, et puis il y a un usage qui est appliqué pas du tout à la sculpture, mais à la peinture, puisque ça sert à parler de Bacon, et ça sert à un point, le moment où la distinction de l'optique et de l'aptique est faite de façon détaillée, c'est autour de Cézanne et autour de la question de la couleur. Il y a un passage qui est assez éblouissant, mais je ne sais pas, par exemple, je ne pense pas que le livre de Deleuze sur Bacon, il est certainement traduit en Italie, mais je ne pense pas que Iole De Sana, vous vous préoccupiez de ces questions-là. Je ne sais pas, je ne vais pas... Est-ce que l'aptico en Italie, est-ce que c'est un mot qui a été couramment utilisé? Non, j'étais très chic. C'était un mot très chic. C'est très chic aussi en français, remarque. Bonsoir. En fait, on a vu pas mal d'œuvres qui étaient dans l'espace public ou dans un espace un peu particulier comme ici au musée du Louvre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le contexte dans lequel allora, si sono viste parecchie opere che sono nello spazio pubblico in contesti particolari e quindi vuol sapere cosa significa il contesto e in particolare il contesto pubblico, anche un contesto come quello del Louvre oggi. C'est toujours une expérience très particulière parce que il faut d'un côté compliquer la situation pour prendre différents accroches, on dit. Et de l'autre, réduire. C'était certainement, dans mon cas, aujourd'hui, c'est plutôt le problème de la langue, oui, sur laquelle ça devient compliqué. Mais c'est que dans ce cas-là d'aujourd'hui, et sur lequel je viens à réfléchir depuis longtemps, et qui m'a obligé à faire les points sur des questions sur lesquelles j'ai passé probablement plus en souplesse. Donc, quand on fait quelque chose en public, on sait, ça je me reviens toujours, il y a quelque chose qui il va se développer par soi-même et dans le temps, il revient. Donc, certainement, beaucoup quelqu'un qui est ici, un jour, il me dit, tu as dit, on a appris comme ça. Après, on a discuté, on a peut-être que les questions ils sont ouvert des questions. Voilà. Donc, c'est comme la relation devient très complexe, beaucoup plus complexe quand on écrit un texte. Il est très très lié comme même à la sensation. Est très lié même à quelque chose qu'on voudrait dire dans l'œuvre, quand on est face à l'œuvre. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup de tes œuvres sont des œuvres qui sont d'un côté autonomes, puisque tu peux les déplacer, elles restent elles-mêmes, mais qu'en même temps, tu n'hésites pas à les contextualiser et en apportant des compléments qui pourraient sembler les modifier. Par exemple, je me souviens que à Lucerne, les pieds
comme il y avait une hauteur de plafond qui avait certaines caractéristiques, c'était purement c'était technique, c'était le musée de Lucerne. Et donc les jambes des pieds, Luciano est arrivé, il avait déjà montré ses pieds pas mal de fois, et il a rajouté, je crois, si ma mémoire est bonne, des gros paquets de journaux, des piles de journaux au sommet des pieds. Et donc l'œuvre restait en quelque sorte elle-même, mais elle était d'un seul coup, il y avait quelque chose qui l'articulait par rapport à un espace et qui faisait que c'était la même œuvre mais une nouvelle œuvre. Ou au Centre Pompidou, je me souviens, les Attaccapagne, il y avait je ne sais plus quel problème, mais en tout cas, je crois me rappeler, tu me corrigeras si je me trompe, que tu avais fait recouvrir les murs de papier craft, et c'était devenu une pièce complètement différente. On est habitué à voir cette pièce. Moi, je l'ai vu, les Attaccapagne, je les ai vus par exemple au Centre Pompidou sur des murs blancs quand il y avait eu l'exposition à Libye pour la deuxième série, ou je l'ai vu à Rivoli sur des murs plus anciens. Bref, et au Centre Pompidou, je ne sais plus ce qui avait motivé ça, mais c'était devenu une œuvre à la fois identique et radicalement différente. Alors la question de l'articulation de l'œuvre avec le contexte, c'est certainement une question que Luciano résout de façon, en tout cas, assez travaillée et assez inhabituelle. Du coup, je crois que je peux vous montrer la dernière œuvre qu'on avait en quelque sorte en réserve. Il s'agit d'une œuvre qui est fortement articulée dans un contexte. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avoir le morceau essentiel de l'articulation, puisque c'est une œuvre qui a été présentée en 2005 à l'Académie de Florence et qui faisait partie d'une exposition collective dont le commissaire était Bruno Corra et qui s'appelait Forme et péril Davide. C'était le 500e du David de Michel-Ange. Le David de Michel-Ange, il est exactement... vous voyez, il y a... c'est les photographes. Il est à la place du photographe, voilà. Et donc, vous avez tous vu certainement le David de Michel-Ange dans l'Académie. C'est une très grande sculpture, très haute. Elle est donc elle est fortement présente dans le contexte. Luciano à Florence a présenté une installation qui était un peu complexe. Les protections n'en font pas partie. Il y avait d'une part une œuvre qui est une œuvre qui a été montrée assez souvent, qui s'appelle Sisyphe, dont un exemplaire existe d'ailleurs dans les collections françaises, puisque je crois qu'il y en a un exemplaire au FNAC, je crois bien. Il s'agit d'une œuvre qui cette fois-ci était complétée par une pierre un peu informe, mais elle se présente quelquefois, souvent avec ça. Oui, puis l'autre. Voilà. Et donc il y a le pied, donc ready-made, comme il vient de dire, et puis sinon il y a un rouleau. Sur ce rouleau de marbre, il y a la sculpture, l'incision, la gravure en creux, un autoportrait à nouveau de Sisyphe, cette fois Luciano, nu, en érection, qui, quand on roule le rouleau sur la farine, vient s'imprimer dans la farine. Ça fait un petit dessin très délicat, parfait. C'est vraiment quelque chose. Si l'œuvre est bien réalisée, ça fait un très à la fois perceptible et très perceptible et imperceptible dessin. Et au fond, vous le voyez dans le lointain, mais je vous le montre de près. Pardon, excusez-moi. Voilà. Il y avait ce grand montage photographique, Michel-Ange, donc le jugement dernier, sur lequel un nouvel autoportrait de Luciano, nu, en érection, qui était tourné, il faut l'imaginer, vers le David. Hein. Et donc là, on peut difficilement imaginer c'était la question qui était posée, je crois, il y a quelque chose de fortement contextuel. Et d'ailleurs, moi je n'ai vu cette œuvre que là, ce serait intéressant de savoir si c'est une œuvre qui peut être montrée ailleurs. Oui. Maintenant, je le proposerai à Zurich. À Zurich? Dans quel contexte elle sera alors? Probablement, mais je vais la lier beaucoup à les dernières sculptures. Ah. Donc, peut-être pendant quelques années, je vais au même format, parce que c'est très grand. Hein. C'était à peu près 4 mètres par 3, pour 3-5 ans, oui.
Très bien, je pense que nous allons projeter le film qui dure 26 minutes, le film de Terry Van Damisch. Et s'il reste des questions, nous pourrons toujours vous redonner la parole tout à l'heure. Merci beaucoup. Cubo, buco, tondo rettangolo,